Que se passe-t-il lorsque l'homme qui vous humilie pour un pourboire de 10 € voit soudainement son empire d'1 milliard d'euros entre vos mains? Ce n'est pas un conte de fées. Pour Isabelle Leclerc, une ancienne diplômée de HEC Paris qui servait des tables pour rembourser les dettes écrasantes de sa famille, ce fut le début de la bataille d'entreprise la plus sauvage que le monde de la finance parisienne ait jamais connue. Et pour Damien Dubois, le titan impitoyable de la finance qui croyait que la compassion était une faiblesse, ce fut le début d'une leçon qu'il serait forcé d'apprendre chaque jour de la femme qu'il avait rejetée comme une moins que rien. Sa chute a commencé par un simple geste insultant dans un restaurant faiblement éclairé. Le tintement de l'argenterie contre la porcelaine était la symphonie de l'enfer personnel d'Isabelle Leclerc. Chaque son était un rappel de la profondeur de sa chute. Le Moineau doré, un bastion de l'élite parisienne dans le 8e arrondissement, était un monde auquel elle avait appartenu, un monde qu'elle ne faisait que servir maintenant. Ce soir-là, l'air était particulièrement épais, chargé du parfum des parfums coûteux et du sentiment de supériorité, une fragrance qui s'accrochait aux tapisseries de velours et aux conversations arrogantes et feutrées. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures noires raisonnables, une douleur sourde qui était devenue une compagne constante au cours des 18 derniers mois. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement née de l'épuisement, son sourire un masque soigneusement construit qui cachait la tempête qui faisait rage en elle. Sa cible était la table 12, la meilleure banquette d'angle. Assis là se trouvait l'homme qui incarnait à lui seul tout ce qu'elle en était venue à détester dans ce monde, Damien Dubois. Il était un léviathan du monde financier, le fondateur et PDG de Dubois Capital, une firme tristement célèbre pour ses stratégies d'acquisition prédatrices. Son visage, qu'elle reconnaissait des couvertures de Challenge et les Échos, n'était que angle vif et calcul froid, ses yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Il dégageait une aura de puissance si immense et inébranlable qu'elle semblait courber l'atmosphère même autour de lui. Il était flanqué de 2 associés, des hommes plus jeunes, qui reflétaient son costume sévère et le regardaient avec l'attention dévote de disciples au pied d'un dieu. Le Château Margaux, 1982. Damien l'avait commandé sans un regard pour la carte des vins ou pour elle. Il ne l'avait pas dit comme une demande, mais comme une déclaration de fait, comme si la bouteille était déjà sienne de droit divin. Isabelle était allée la chercher dans la cave, ses mains stables malgré le tremblement de son âme. Une bouteille qui valait plus que son loyer mensuel. Elle la présenta avec la grâce exercée que son travail exigeait. « Excellent choix, monsieur. » Damien daigna enfin la regarder, mais son regard la traversa comme si elle était faite de verre. Il fit un signe de tête bref et dédaigneux, retournant à sa conversation sur les OPA hostiles et les rachats par endettement. Les mots étaient un poison amer aux oreilles d'Isabelle, une langue qu'elle comprenait parfaitement. Une langue qu'elle avait autrefois parlée dans les salles de conseil avant que l'entreprise de son père, une respectable société de fabrication construite sur 40 ans, ne soit éventrée par un prédateur, tout comme Dubois. Cet unique événement avait fait voler son monde en éclats, menant à l'AVC de son père et à la montagne de dettes qu'elle essayait maintenant de gravir, une table à la fois. Elle les observait, absorbant chaque détail de leur interaction, chaque nuance de leur arrogance. Dubois dominait la conversation, sa voix un baryton grave qui tranchait l'air. Ses associés riaient à ses blagues sans humour et hochaient la tête avec ferveur à chacune de ses affirmations. C'était une performance de pouvoir, et Isabelle était le public invisible. Elle se souvenait de l'époque où elle participait à de telles discussions, où elle débattait des mérites d'une fusion, où son opinion était sollicitée et respectée. Maintenant, elle était réduite à s'assurer que leur verre d'eau ne soit jamais vide. La douleur dans ses pieds s'intensifia, une métaphore brûlante de sa situation. Chaque pas était un effort, chaque sourire une performance. Mais sous l'épuisement, une autre émotion commençait à cristalliser, une colère froide et pure. Elle regardait Damien Dubois, pas seulement comme un client difficile, mais comme l'incarnation d'un système qui l'avait brisé, elle et sa famille. Il n'était pas seulement un homme, il était un symbole de la cupidité sans âme qui avait détruit la vie de son père. Elle se força à se concentrer sur sa tâche, ses mouvements devenant encore plus précis, plus fantomatiques. Elle voulait être irréprochable, non pas pour gagner son approbation, mais pour ne lui donner aucune excuse, aucune raison légitime pour le mépris qu'elle sentait déjà émaner de lui. C'était une question de fierté, le dernier vestige de la femme qu'elle avait été. Tout au long du repas, Isabelle fut un fantôme de service parfait. Les verres d'eau étaient remplis avant d'être vides. Les assiettes étaient débarrassées avec un silence quasi surnaturel, et sa présence n'était ressentie que lorsque c'était nécessaire. Elle anticipait chaque besoin, une compétence affinée par son diplôme de HEC et aiguisée par la réalité brutale de sa situation. Elle comprenait la psychologie des hommes comme Damien Dubois. Ils exigeaient l'invisibilité et la perfection à parts égales. Elle se déplaçait dans le restaurant comme une danseuse, un ballet silencieux d'efficacité. Elle entendait des bribes de leur conversation, des milliards d'euros, des licenciements massifs décrits comme des synergies,
des vies humaines réduites à des chiffres sur une feuille de calcul. Chaque mot était un coup de poignard dans son cœur, ravivant le souvenir de la salle de réunion froide où son père avait appris que son entreprise, son œuvre de toute une vie, était en train d'être démantelée pour les pièces. Elle se rappelait le regard vide dans les yeux de son père, la façon dont la lumière s'était éteinte ce jour-là. Et ici, devant elle, se trouvait l'un des architectes de ce genre de destruction, dînant sur un vin qui aurait pu payer les soins d'un travailleur licencié pendant 1 an. Le dîner s'est terminé. Les discussions des hommes sur des contrats de plusieurs milliards d'euros se sont estompées en murmures satisfaits alors qu'ils finissaient leurs expressos. Isabelle a tranquillement placé le porte-facture en cuir sur la table. Le total s'élevait à 1 874,50 €, une somme qui aurait pu résoudre tant de ses problèmes. Damien le prit, ses doigts manucurés touchant à peine le cuir. Il jeta un coup d'œil au total, son expression inchangée. Il sortit une carte de crédit noire et élégante, une carte d'entreprise de Dubois Capital, note ATL, et la plaça dans le dossier. Isabelle la prit, traita le paiement et revint avec le reçu à signer. Elle se tenait à une distance respectable pendant qu'il prenait un stylo de sa veste. Ses associés se levaient déjà, se serrant la main. Damien griffonna une signature aussi nette et agressive que sa mâchoire. Puis il fit quelque chose qui glaça le sang dans ses veines. Il traça une ligne audacieuse des délibérés à travers l'espace marqué « Pourboire ». Il ne l'a pas simplement laissé en blanc. Il l'a activement barré. Il a ensuite ajouté le total exact, 1 874,50 €, en bas et l'a souligné 2 fois. Ce n'était pas un oubli. C'était une déclaration. Une déclaration qui criait plus fort que n'importe quel mot. C'était un acte de pouvoir calculé, une affirmation de son statut et de son insignifiance à elle. Le stylo, probablement un Mandblank coûtant plusieurs centaines d'euros, semblait une arme entre ses doigts, et le trait d'encre noire sur le papier thermique était la blessure. La pièce semblait se rétrécir, le bourdonnement des autres convives s'estomper. Tout son univers se focalisa sur ce petit morceau de papier, sur cette ligne noire et insolente. Chaque minute de service impeccable, chaque sourire forcé, chaque pas douloureux, tout cela avait été effacé d'un simple coup de poignet. Il ne l'avait pas seulement ignoré, il l'avait nié. Il avait nié sa compétence, son effort, son humanité même. C'était une humiliation conçue pour être absolue. Alors qu'il se levait, ses yeux froids rencontrèrent les siens pour la première fois avec une lueur de reconnaissance directe. Un sourire cruel joua sur ses lèvres. « Une leçon pour vous, jeune femme », dit-il, sa voix basse et résonnante, destinée à elle seule. Le pourboire est une récompense pour l'excellence, pas un trophée de participation. Votre service était simplement adéquat. Peut-être que la prochaine fois, vous vous efforcerez d'être mémorable. L'insulte était si calculée, si personnelle, qu'elle la frappa avec la force d'un coup physique. La chaleur de l'humiliation lui monta au cou. Il ne s'agissait pas de l'argent, pas vraiment. Il s'agissait de l'acte délibéré de cruauté, du besoin d'exercer son pouvoir sur quelqu'un qu'il considérait comme insignifiant. Elle avait fourni un service impeccable. Elle avait été invisible, exactement comme il le désirait. Sa plainte était une fabrication, un outil pour son propre amusement sadique. Sa formation, son besoin désespéré de ce travail, lui criait de sourire et de dire « Je prendrai cela en considération, monsieur. Passez une bonne soirée. » Mais la femme qui avait autrefois débattu de l'éthique des fusions à HEC, la fille qui avait vu l'héritage de son père partir en fumée, refusa de se laisser briser. Elle soutint son regard, ses propres yeux, habituellement chauds et bruns, devenant durs comme du silex. Elle ne sourit pas. Elle a simplement tenu son regard, le menton haut. Dans son silence, elle communiqua tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. « Vous êtes un homme petit et cruel, et je vous vois exactement pour ce que vous êtes. » Le sourire narquois sur le visage de Damien vacilla une fraction de seconde, remplacé par un éclair d'irritation. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, même par une serveuse silencieuse. Il s'attendait à de la déférence, peut-être même des larmes. Il a obtenu de la défiance. Cela l'agaça comme un grain de sable dans une machine bien huilée. Il eut un petit rire sec, un son de mépris aigu, et se détourna, sortant du restaurant avec ses acolytes dans son sillage, laissant Isabelle là, un morceau de papier sans valeur à la main et un feu s'allumant dans son cœur. Elle ne le savait pas encore, mais Damien Dubois venait de commettre la plus grosse erreur de calcul de toute sa carrière. Il avait finalement fait quelque chose de mémorable. Il s'était fait une ennemie. Le trajet du retour fut une descente d'un cercle de l'enfer à un autre. Isabelle quitta la splendeur opulente du 8e arrondissement, avec ses tours étincelantes et son air de possibilités infinies, et prit le métro pour les profondeurs de Montreuil. Le marbre poli du Moineau doré céda la place aux carreaux sales et fissurés de la station de métro.
L'odeur d'huile de truffe et de vin millésimé fut remplacée par l'odeur de béton humide et d'air vicié de la ville. Chaque arrêt du train brinque-ballant était un pas de plus loin de la vie qu'elle était censée avoir. Son appartement était un petit 3 pièces sans ascenseur dans un immeuble en briques à l'air fatigué. La peinture s'écaillait dans le couloir et la lumière clignotait avec un bourdonnement persistant. À l'intérieur, son espace était méticuleusement propre, mais meublé de façon spartiate avec des objets de seconde main. Une photo encadrée sur sa table de chevet était le seul véritable luxe de la pièce. Elle montrait une Isabelle plus jeune et souriante, le bras autour de son père, Richard Leclerc, devant l'enseigne de Leclerc Fabrication. Le visage de son père était plein de fierté et de vitalité, ses yeux plissés au coin. C'était une photo d'une autre vie. Elle enleva ses chaussures douloureuses et s'affaissa sur le canapé grumeleux, le reçu de carte de crédit signé toujours serré dans sa main. La ligne noire et audacieuse que Damien Dubois avait tracée ressemblait à une cicatrice. S'efforcer d'être mémorable. Les mots résonnaient dans le silence suffocant de son appartement. Oh, elle se souvenait, bien sûr. Elle se souvenait de tout. Elle se souvenait des appels téléphoniques frénétiques, des réunions à voix basse avec les avocats, du terme OPA hostile murmuré comme une condamnation à mort. Elle se souvenait d'avoir vu son père, un homme qui avait bâti son entreprise à partir de rien avec intégrité et travail acharné, vieillir de 10 ans en quelques semaines. L'entreprise prédatrice avait été impitoyable, utilisant des tactiques techniquement légales, mais moralement en faillite, endettement, manipulation des actionnaires, diffusion de fausses informations. Ils avaient saigné Leclerc Fabrication à blanc, l'avaient vendu pour les pièces et étaient repartis avec un profit massif, laissant derrière eux une traînée de vie brisée et 200 travailleurs au chômage. Le stress de tout cela avait déclenché l'AVC. Un matin, son père, l'homme le plus fort qu'elle ait jamais connu, s'était simplement effondré en lisant l'avis de liquidation finale. Maintenant, il résidait dans un EHPAD en banlieue, son élocution pâteuse, son côté droit partiellement paralysé. L'homme vibrant sur la photo avait disparu, remplacé par un fantôme fragile qui luttait pour se souvenir de son nom les mauvais jours. L'établissement était cher, le meilleur qu'elle pouvait se permettre, mais les factures étaient une marée implacable qui menaçait de la submerger. C'était pour cela qu'elle était ici. Son diplôme de HEC, sa carrière prometteuse d'analyste junior dans une société d'investissement respectable, tout son avenir, elle avait tout liquidé. Elle avait vendu son appartement, encaissé son portefeuille et pris un travail qui offrait de l'argent liquide immédiatement, sans poser de questions. Servir des tables était un travail humiliant et épuisant, mais les pourboires, lors d'une bonne nuit, étaient la seule chose qui maintenait son père dans cet établissement. L'acte de cruauté de Damien Dubois n'était pas seulement une insulte. C'était un coup direct porté à sa capacité à prendre soin de la seule personne qui lui restait au monde. Le pourboire potentiel d'une facture de près de 2 000 € aurait pu dépasser 300 €. C'était une semaine de médicaments spécialisés pour son père. C'était le ticket modérateur pour sa kinésithérapie. Dubois n'avait pas seulement floué une serveuse. D'une manière petite mais significative, il avait volé un vieil homme malade. Une vague de fureur froide et dure la submergea, éteignant la honte. Elle s'était sentie victime pendant si longtemps, à la dérive dans une mer de malheur. Mais ce soir, ce sentiment commença à changer. L'humiliation à la table 12 avait été un catalyseur. Elle ne l'avait pas brisé. Elle avait forgé quelque chose de nouveau dans le creuset de son désespoir. Elle a solidifié sa colère en une pointe de détermination dure comme le diamant. Elle se dirigea vers son petit bureau, un espace dominé par un ordinateur portable d'occasion et des piles de livres sur la finance d'entreprise et l'analyse de marché. Depuis des mois, c'était son sanctuaire secret. Après ses quarts de travail éreintants, alimentés par du café bon marché et une volonté de faire, elle ne se reposait pas seulement. Elle étudiait. Elle apprenait. Elle suivait les marchés. Elle analysait les tendances. Elle disséquait les stratégies mêmes qui avaient détruit sa famille. Elle dévorait les nouvelles sur des entreprises comme Dubois Capital, comprenant leurs faiblesses, leur arrogance, leur vulnérabilité. Elle ne survivait pas seulement. Elle se réarmait. Elle l'avait fait par un besoin désespéré de comprendre ce qui s'était passé, de donner un sens au décombre de sa vie. Mais ce soir, le but a changé. Ce n'était plus académique. C'était personnel. Fixant l'écran lumineux, le visage de Damien Dubois d'un récent article en ligne la narguant, Isabelle fit un vœu silencieux. Elle ne serait plus une victime. Elle ne savait pas comment, et elle ne savait pas quand, mais elle trouverait un moyen de revenir dans ce monde. Pas en tant que servante, mais en tant que joueuse. Elle ne s'abaisserait pas aux tactiques malhonnêtes qui avaient ruiné son père, mais elle utiliserait son intellect, sa résilience et cette nouvelle détermination glaciale pour se frayer un chemin. Elle construirait quelque chose. Elle honorerait l'héritage d'intégrité de son père,
mais elle le manierait avec une impitoyabilité qu'il n'avait jamais possédée. Elle a finalement jeté le reçu de carte de crédit à la poubelle. C'était un morceau de papier sans importance. La véritable transaction, ce soir-là, n'avait pas été pour un repas. C'était un échange de mépris contre de la résolution. Et dans cet échange, Isabelle Leclerc sut, avec une certitude qui s'installa au plus profond de ses os, qu'elle avait obtenu le meilleur parti de l'affaire. Le feu était allumé. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'attendre le vent. 3 semaines passèrent. L'incident au Moineau Doré s'installa comme un charbon ardent dans la mémoire d'Isabelle, une source constante de carburant pendant ses longs services et ses séances d'études nocturnes. La vie continuait son rythme éreintant. Le restaurant, le métro, l'appartement silencieux, les visites du week-end à son père, où elle lui lisait les pages financières, sa voix stable même lorsque ses yeux restaient distants. Elle se sentait piégée dans un schéma d'attente, armée pour une bataille sans champ de bataille en vue. L'appel est arrivé un mardi après-midi maussade. Elle se préparait pour son service, polissant l'argenterie avec une efficacité mécanique, quand son téléphone vibra avec un numéro inconnu. D'habitude, elle les ignorait, supposant que c'était du spam, mais quelque chose la poussa à répondre cette fois. Isabelle Leclerc. La voix à l'autre bout du fil était masculine, mûre, avec un timbre calme et autoritaire. « Oui, c'est moi », répondit-elle, sur ses gardes. « Je m'appelle Robert Sterling. J'étais un ami et un grand admirateur de votre père, Richard. Je ne sais pas s'il vous a déjà parlé de moi. » Le nom la frappa comme un éclair. Robert Sterling. Ce n'était pas juste un nom. C'était une légende. Le fondateur de Phoenix Holdings, l'une des sociétés de capital investissement les plus respectées et les plus puissantes au monde. Contrairement à Dubois Capital, Phoenix était connu pour son approche éthique, pour investir et réhabiliter des entreprises en difficulté plutôt que de les dépecer. C'étaient des bâtisseurs, pas des destructeurs. Son père avait parlé de Sterling avec une révérence réservée aux vrais visionnaires. « Monsieur Sterling », balbutia Isabelle, s'éloignant du cliquetis de la station de service. « Oui, bien sûr. Mon père parlait de vous en très bons termes. »« Il parlait aussi en très bons termes de vous, Isabelle, » dit Sterling, une chaleur dans sa voix qui semblait profondément authentique. « J'ai été profondément attristé d'apprendre sa maladie et la perte de son entreprise. Ce qui s'est passé est une parodie de justice. Richard était un homme bon, un pilier de son industrie. » Il y eut une pause. « J'essaie de vous localiser depuis un certain temps. Ce n'était pas facile. Il semble que vous soyez devenue assez discrète. » La gorge d'Isabelle se serra. « Ma situation a changé, monsieur Sterling. »« J'en suis conscient, » dit-il, et il n'y avait aucun jugement dans son ton, seulement une compréhension tranquille. « La résilience est une qualité que j'estime plus que presque toutes les autres. J'ai examiné une partie de l'ancienne correspondance de votre père. Il écrivait souvent sur votre esprit vif pour les affaires, votre perspicacité. Il m'a envoyé une copie de votre thèse de HEC sur la restructuration d'entreprises durables. C'était brillant. » Isabelle était sans voix. Sa thèse. Elle n'y avait pas pensé depuis des années. C'était un argument profondément documenté et passionné contre le type de capitalisme de la terre brûlée pratiqué par des hommes comme Damien Dubois. « J'ai une proposition à vous faire, Isabelle, » poursuivit Sterling, sa voix prenant un ton plus sérieux. « C'est peu conventionnel, je l'admets. Mais je fonctionne à l'instinct, et mon instinct me dit que vous êtes précisément la personne que je recherche. Je veux que vous veniez me rencontrer à mon bureau demain matin, à 10 heures. » Le monde sembla basculer sur son axe. Un entretien avec Robert Sterling. Cela semblait impossible, un rêve sorti de ses fantasmes désespérés de fin de soirée. « Monsieur Sterling, je n'ai pas de CV à proprement parler en ce moment. Mon dernier emploi officiel était celui d'analyste junior il y a 2 ans. Actuellement, je suis serveuse. » Elle prononça le dernier mot avec une défiance qui le mettait au défi de retirer son offre. « Votre CV ne m'intéresse pas, Isabelle, » répondit-il doucement. « C'est votre esprit qui m'intéresse. C'est votre caractère qui m'intéresse. Votre emploi actuel est un témoignage de votre volonté de survivre, pas une marque contre vous. 10 heures. » « Oui, » souffla-t-elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Oui, je serai là. » Le lendemain matin, Isabelle se tenait devant le monolithe de verre et d'acier étincelant du bâtiment de Phoenix Holdings à la Défense. C'était un monde à part du Moineau Doré. Elle portait son seul tailleur, un ensemble bleu marine classique qu'elle avait acheté pour son premier poste d'analyste. Il était un peu juste maintenant, une relique d'une vie où elle pouvait se permettre un abonnement à une salle de sport. Mais elle le portait comme une armure. Le bureau de Robert Sterling se trouvait au dernier étage,
un espace tentaculaire avec une vue panoramique sur Paris. Mais la pièce elle-même n'était pas ostentatoire. Elle était remplie de livres, d'œuvres d'art et de photographies de sa famille, dégageant une atmosphère de confiance tranquille plutôt que de puissance brute. Sterling lui-même était à la fin de la soixantaine, avec une chevelure argentée et des yeux à la fois bienveillants et d'une intelligence perçante. Il se leva de son bureau et lui serra fermement la main. « Isabelle, merci d'être venue. » Il n'engagea pas de conversation légère. Il lui fit signe de s'asseoir et ils commencèrent à parler. Ce n'était pas un entretien. C'était une conversation, une rencontre d'esprit. Il l'interrogea sur son père, sa thèse, ses vues sur le marché actuel. Il écoutait attentivement, son regard ne faiblissant jamais. Il sonda sa compréhension des instruments financiers, de la gouvernance d'entreprise, du leadership éthique. Isabelle, hésitante au début, trouva sa voie. Les années de silence forcé s'envolèrent, et l'esprit analytique aiguisé qu'elle avait tant travaillé à maintenir prit le dessus. Elle parla avec une passion et une clarté qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Elle disséqua les failles du modèle moderne de capital investissement, soulignant sa myopie et son effet corrosif sur l'économie réelle. Finalement, Sterling se pencha en avant, les mains jointes sur son grand bureau en chêne. « J'ai un projet, Isabelle. Une cible. Une entreprise qui, je crois, est devenue un cancer pour le monde financier. Elle est surendettée, arrogante, et sa direction l'a rendue vulnérable. Cette entreprise est Dubois Capital. » Le sang d'Isabelle se glaça. Elle le dévisagea, son visage un masque d'incrédulité. Sterling vit le regard dans ses yeux. « Je sais ce que vous pensez. C'est une coïncidence. Mais d'après mon expérience, l'univers traite rarement en coïncidence. Il traite en opportunité. Damien Dubois est un prédateur. Il a bâti son empire sur les ruines de bonnes entreprises, des entreprises comme celle de votre père. Je crois qu'il est temps que son règne prenne fin. » Il exposa son plan. Phoenix Holdings avait discrètement acquis une participation significative dans Dubois Capital par le biais de diverses sociétés écrans. Il se préparait à une OPA hostile. Ce serait un combat difficile et sanglant. Dubois ne le verrait jamais venir d'une entreprise comme Phoenix, qu'il tournait publiquement en dérision comme étant douce et démodée. « Mais une prise de contrôle n'est que la première étape, » dit Sterling, ses yeux fixés sur les siens. « Une fois que nous aurons le contrôle, le vrai travail commencera. L'entreprise doit être réformée. Sa culture est toxique. Elle a besoin d'un nouveau dirigeant. Quelqu'un qui comprend le ventre de la bête, mais qui n'a pas été corrompu par elle. Quelqu'un avec l'intelligence pour la diriger, la force pour commander le respect et la boussole morale pour la guider dans une nouvelle direction. » Il laissa l'implication flotter dans l'air. L'esprit d'Isabelle était en ébullition. Lui, elle, à la tête d'un Dubois Capital réformé. C'était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Moi, monsieur Sterling, je ne suis pas qualifié. »« Vous êtes exceptionnellement qualifié, » rétorqua-t-il, sa voix ferme. « Vous avez l'éducation de HEC et l'expérience de la rue. Vous avez vu de vos propres yeux le coût humain d'une entreprise comme celle de Dubois. Vous avez un feu en vous, Isabelle. Un feu qui, je le soupçonne, a été récemment attisé. Je ne vous offre pas un emploi. Je vous offre une chance de récupérer ce qui vous a été pris. Pas seulement pour vous-même, mais pour chaque famille et chaque entreprise que des hommes comme Damien Dubois ont détruite. Je vous offre la justice, servie sur un plateau d'argent. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la ville en contrebas. Isabelle pensa à son père. Elle pensa aux 200 employés qui avaient perdu leur emploi. Elle pensa au visage narquois de Damien Dubois, au mouvement arrogant de son stylo, à la cruauté calculée dans ses yeux. Robert Sterling ne l'avait pas seulement appelé. C'était, comme il l'avait dit, l'univers qui présentait une opportunité. Le vent qu'elle attendait était arrivé, et c'était un ouragan. Elle regarda Robert Sterling dans les yeux, la serveuse s'effaçant, la dirigeante renaissant de ses cendres. « Quand est-ce qu'on commence ?» Les 4 semaines suivantes furent un tourbillon de réunions clandestines, de mets cryptés et de nuits blanches. Isabelle Leclerc était une femme transformée. Elle donna sa démission au Moineau Doré, un moment de satisfaction tranquille, et emménagea dans un appartement de fonction fourni par Phoenix Holdings. Son monde devint une salle de guerre, ses murs couverts de graphiques, de projections financières et de profils détaillés de chaque acteur clé de Dubois Capital. Elle travaillait directement avec Robert Sterling et ses meilleures équipes juridiques et financières. Au début, certains des cadres chevronnés étaient sceptiques. Qui était cette jeune femme sortie de l'obscurité qui siégeait maintenant en bout de table dans leur entreprise la plus audacieuse à ce jour? Mais leurs doutes se sont évaporés dès la première réunion.
Isabelle possédait une connaissance encyclopédique du portefeuille de Dubois et une capacité surnaturelle à identifier ses faiblesses stratégiques. Elle pensait comme lui, mais avec un cadre éthique qui lui manquait complètement. Elle anticipait ses mouvements, ses bluffs, ses angles morts. Elle avait, après tout, étudié son ennemi bien avant de savoir qu'il était sa cible. La plus grande force de Damien Dubois est aussi son défaut fatal, expliqua-t-elle lors d'une séance de stratégie tard dans la nuit, en montrant un diagramme de la structure de la dette de son entreprise. Son arrogance. Il se croit invincible. Il est surendetté sur 3 acquisitions majeures, en supposant une reprise du marché que tous nos modèles prédisent être sur le point de se corriger. Il utilise la dette comme une arme, mais il ne respecte pas son pouvoir. Quand le marché se retournera, son arme sera pointée directement sur sa propre poitrine. Sterling la regardait, un sourire fier, presque paternel sur son visage. Il ne s'était pas trompé. Il avait trouvé un général pour son armée. Pendant ce temps, au siège opulent de Dubois Capital, Damien Dubois était totalement inconscient. Il était au sommet de sa puissance, concluant un accord massif pour acquérir une entreprise technologique en difficulté. Il se déplaçait dans sa journée avec la confiance suprême d'un homme qui n'avait jamais vraiment échoué. Il voyait Phoenix Holdings comme une relique, un dinosaure du monde financier. Lorsque ses analystes notèrent leur activité commerciale accrue dans son secteur, il l'ignora. Sterling, c'est de la vieille fortune, se moqua-t-il devant son conseil d'administration. Il n'a pas l'estomac pour un vrai combat. Il est probablement juste en train de rééquilibrer son portefeuille. Laissons le vieil homme jouer dans son bac à sable. C'était l'arrogance sur laquelle Isabelle avait compté. Pendant que Damien se concentrait sur sa prochaine proie, Phoenix, sous la direction stratégique d'Isabelle, préparait le piège. Ils orchestrèrent une série de petits événements apparemment sans rapport sur le marché. Ils exercèrent une pression subtile sur l'entreprise technologique que Damien était en train d'acquérir, rendant l'accord plus coûteux qu'il ne l'avait prévu. Ils travaillèrent par l'intermédiaire d'intermédiaires pour racheter la dette qu'il utilisait pour son effet de levier. Chaque mouvement était précis, chirurgical et complètement invisible pour le radar de Damien. Il était un requin, sentant le sang dans l'eau, ignorant que l'eau elle-même était en train d'être empoisonnée autour de lui. Le déclencheur fut un rapport soigneusement chronométré, publié par une agence de notation influente. Un rapport que les analystes de Phoenix, avec leur modèle plus réaliste, savaient imminent. Il dégradait les perspectives du secteur technologique, citant la volatilité du marché. C'était la correction du marché qu'Isabelle avait prédite. L'effet sur Dubois Capital fut immédiat et catastrophique. La valeur des récentes acquisitions de Damien chuta. Ses prêteurs, détenant désormais des actifs dévalués en garantie et effrayés par la dégradation, lancèrent un appel de marge. Soudain, l'entreprise de Damien fut confrontée à une crise de liquidité massive. Il avait besoin d'argent, et vite. Il fut contraint d'émettre de nouvelles actions pour lever des capitaux, diluant la valeur de ses propres participations. C'était le moment que Phoenix attendait. Avec le cours de l'action déprimé et Damien en pleine panique, Phoenix Holdings laissa tomber son camouflage. Ils lancèrent une offre publique d'achat, une offre publique pour acheter une majorité des actions de Dubois Capital à un prix majoré, bien au-dessus de la valeur marchande actuelle. La nouvelle frappa à la défense comme une onde de choc. Damien Dubois, le prédateur ultime, était maintenant la proie. Damien était apoplectique. Il fit rage dans son bureau, jetant un verre en cristal contre un mur où il se brisa en 1000 morceaux. Une OPA hostile par Robert Sterling. C'était une insulte, un acte de guerre de la part d'un homme qu'il considérait comme un fossile. Il passa immédiatement à l'offensive. Il lança une campagne médiatique qualifiant l'offre de Phoenix de tentative opportuniste et inadéquate de voler son entreprise. Il tenta de rallier ses actionnaires, les suppliant de rester fidèles. Il chercha un chevalier blanc, une autre entreprise amie, pour les acquérir à la place. Mais Isabelle et Sterling avaient toujours une longueur d'avance. Ils avaient déjà parlé aux principaux actionnaires institutionnels, présentant un cas clair et convaincant. Ils montrèrent comment l'imprudence de Damien avait mis l'entreprise en danger et comment Phoenix offrait stabilité et croissance durable à long terme. Leur offre n'était pas seulement généreuse, c'était une bouée de sauvetage. Aux employés de Dubois Capital, ils envoyèrent une note de service interne soigneusement rédigée, promettant que l'acquisition ne visait pas la liquidation, mais la reconstruction, la création d'une entreprise plus forte et plus éthique. Ils promirent d'honorer le talent et le dévouement, un contraste frappant avec la culture de la peur de Damien. La bataille dura 10 jours épuisants. Damien se battit avec toutes les sales combines qu'il connaissait. Mais pour chaque mouvement qu'il faisait, Isabelle avait une contre-attaque prête. Il jouait aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs en 3 dimensions.
Il était un loup solitaire, alors qu'elle avait toute la puissance coordonnée de Phoenix Holdings derrière elle. Le coup de grâce est venu lorsque le conseil d'administration de Dubois, confronté à une pression immense des actionnaires et voyant la réalité financière de leur situation, s'est retourné contre lui. Ils se sont réunis en session privée et ont voté pour accepter l'offre de Phoenix Holdings. Ils ont choisi la survie plutôt que la loyauté envers leur PDG arrogant. Damien a été informé par un appel bref de son administrateur principal. Il était acculé, vaincu. L'entreprise qu'il avait construite à sa propre image impitoyable lui avait été enlevée. Il détenait encore un nombre important d'actions, mais il n'était plus aux commandes. Il n'était plus qu'un actionnaire parmi d'autres dans une entreprise appartenant à son rival. Il s'affala sur sa chaise dans son vaste bureau vide surplombant la ville. Il avait été déjoué, surpassé. Il ne pouvait pas comprendre comment. Comment Sterling, le vieil homme, avait-il soudainement développé une veine aussi rusée et agressive? Cela n'avait aucun sens. La stratégie avait été trop audacieuse, trop perspicace, trop personnelle. On lui dit que Robert Sterling et le nouveau chef de l'équipe de gestion de la transition arriveraient le lendemain matin pour s'adresser au personnel de direction. Damien, contractuellement obligé d'aider à la transition, n'avait d'autre choix que d'être là. Il affronterait son conquérant. Il se prépara à l'humiliation de voir Robert Sterling assis sur sa chaise. Il n'avait aucune idée que l'humiliation allait être bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. L'air matinal dans la salle du conseil d'administration de Dubois Capital était lourd de tension et de l'odeur métallique de la peur. Toute l'équipe de direction était réunie autour de la table massive en acajou. C'étaient les lieutenants triés sur le volet par Damien, des hommes et des femmes qui avaient prospéré dans sa culture impitoyable. Maintenant, ils étaient assis dans leurs costumes coûteux, leurs visages pâles, évitant le contact visuel les uns avec les autres, leurs avenirs incertains. Damien Dubois se tenait au bout de la table, une position qu'il avait occupée pendant 2 décennies. Aujourd'hui, cela ressemblait moins à un trône qu'à un échafaud. Il avait passé une nuit blanche, son esprit rejouant sa défaite en une boucle sans fin et torturante. Il ressentait une rage si pure et froide qu'elle en était presque sereine. Il était un roi dans son propre château, attendant que l'usurpateur arrive pour réclamer sa couronne. Il s'attendait à voir Robert Sterling entrer, un vieux lion prêt à se vanter d'eux. Son rival déchu. À 9 heures précises, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Robert Sterling entra, ses cheveux argentés impeccables, son expression calme et illisible. Mais il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient 2 avocats de l'équipe juridique de Phoenix, et marchant juste devant eux, avec une confiance qui semblait commander l'espace même qu'elle occupait, se trouvait une femme. Les yeux de Damien se plissèrent. Il ne la reconnut pas au début. Elle était posée, vêtue d'un tailleur pantalon gris anthracite impeccable. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon professionnel et élégant. Elle portait un porte-documents en cuir et se déplaçait avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait sa place dans cette pièce. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, une lueur d'un souvenir qu'il ne parvenait pas à situer. Sterling s'arrêta à l'autre bout de la table, une image de puissance tranquille. « Bonjour à tous. Merci d'être ici. Comme vous le savez, Phoenix Holdings a finalisé l'acquisition de Dubois Capital. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Nous croyons au potentiel de cette entreprise, mais nous croyons aussi qu'un changement significatif de direction et de philosophie est nécessaire. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je resterai président de la société mère, mais je ne dirigerai pas les opérations quotidiennes. Cette responsabilité incombera à un nouveau PDG, quelqu'un avec la vision, l'intégrité et la ténacité nécessaires pour mener cette entreprise dans une nouvelle ère. » Il fit alors un geste vers la femme à ses côtés. « Je voudrais vous présenter votre nouvelle présidente directrice générale. Elle s'appelle Isabelle Leclerc. » Le nom ne signifiait rien pour Damien. Leclerc. Il fouilla sa mémoire. Il n'y avait aucune figure proéminente dans la finance parisienne avec ce nom. Qui était cet arriviste? Cet inconnu. Et puis Isabelle Leclerc s'avança dans la lumière, et ses yeux rencontrèrent les siens sur toute la longueur de la table en acajou brillant. À cet instant, le monde s'arrêta pour Damien Dubois. La salle de conseil, les visages anxieux de son personnel, la voix de Robert Sterling. Tout s'estompa dans un silence rugissant. Son esprit, une machine finement réglée de faits et de chiffres, court-circuita. Il fut inondé d'un seul souvenir vivide. L'éclairage tamisé du moineau doré, l'odeur de vin cher, la défiance silencieuse dans les yeux d'une serveuse. La femme qu'il avait publiquement humiliée. La femme qu'il avait jugée totalement insignifiante. Ce ne pouvait pas être. C'était impossible, une hallucination. Mais le regard dans ses yeux le confirma. C'était le même regard, la même résolution de silex,
la même dignité inébranlable. Seulement, maintenant, ce n'était pas le regard d'une servante impuissante. C'était le regard d'une reine qui venait de mettre un roi en échec et mat. Une vague de vertige submergea Damien. Son visage, normalement un masque d'arrogance contrôlée, devint flasque d'incrédulité, puis se tordit en un masque d'horreur naissante. Un son bas et étranglé s'échappa de sa gorge. Un de ses vice-présidents, voyant sa pâleur, demanda « Damien, ça va ?» Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Son regard était fixé sur Isabelle. Isabelle le laissa se tortiller dans le silence pendant un long moment, permettant à tout le poids de la situation de s'abattre sur lui. Elle savoura l'exquise lenteur de l'effondrement de son monde entier. Puis elle posa son porte-documents sur la table avec un bruit sourd et définitif. Sa voix, quand elle parla, était calme, claire, et trancha la tension dans la pièce comme un scalpel de chirurgien. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle, un sourire frais et professionnel touchant ses lèvres, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je vous assure, je vous ai trouvé assez mémorable. » Elle livra la réplique avec une précision chirurgicale, utilisant son propre mot, sa propre insulte, et la transformant en une arme. La référence voilée fut perdue pour tous les autres dans la pièce. Mais pour Damien, c'était une déclaration de guerre, un rappel du moment exact où sa chute avait commencé. Le sang quitta son visage. Il comprit enfin. La prise de contrôle n'avait pas été une manœuvre d'entreprise standard par un vieil rival. C'était un assassinat ciblé, et cette femme, cette serveuse, en avait été l'architecte. Isabelle tourna son attention vers le reste de la salle, son attitude passant à celle du commandement. « Je m'appelle Isabelle Leclerc. À partir de ce matin, je suis la PDG de cette entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans cette salle. Permettez-moi d'être clair. L'ère des pratiques prédatrices et à court terme est terminée. Nous ne serons plus une entreprise qui profite de la destruction. Nous deviendrons une entreprise qui profite de la création. Nous valoriserons l'intégrité, l'innovation et la croissance durable à long terme. » Elle regarda autour de la table, rencontrant les yeux de chaque dirigeant. « Certains d'entre vous adopteront cette nouvelle philosophie. Vous vous épanouirez ici. D'autres, » son regard revint sur Damien pendant un battement de cœur, « trouveront que leurs compétences ne correspondent plus à la nouvelle direction de cette entreprise. J'attends votre entière coopération pendant cette période de transition. Mon équipe et moi allons procéder à un examen opérationnel complet dès maintenant. » Son autorité était absolue, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle ne demandait pas, elle ordonnait. Elle se dirigea ensuite vers le bout de la table, vers la chaise que Damien venait de quitter. Elle ne s'assit pas. Elle se tint simplement derrière, sa main reposant sur le dossier, une revendication silencieuse et puissante de son nouveau territoire. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix maintenant dépourvue de toute ironie, purement professionnelle. « Dans le cadre de l'accord d'acquisition, vous êtes contractuellement obligé de rester dans l'entreprise pour une période de transition de 6 mois en tant que conseiller spécial. Votre première tâche sera de préparer un rapport complet sur tous les projets en cours, à livrer à mon bureau d'ici demain matin. Mon assistante vous montrera votre nouveau bureau. » Elle fit une pause. « Il est au 3e étage. Je crois qu'il a une belle vue sur le mur de briques d'en face. » L'humiliation finale et écrasante. Il n'était pas seulement détrôné. Il était rétrogradé, marginalisé et moqué. Le roi était maintenant un bouffon de la cour, piégé dans son propre royaume conquis, forcé de servir la femme même qu'il avait jugée sans valeur. Le jugement était arrivé, et il était plus brutal et plus complet qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les premières semaines sous la direction d'Isabelle Leclerc furent un tremblement de terre silencieux qui secoua Dubois Capital jusqu'à ses fondations. Les employés qui s'étaient habitués au règne tyrannique de Damien, où la peur était un principal facteur de motivation et le succès se mesurait à l'impitoyabilité d'une transaction, se trouvèrent dans un paysage nouveau et déconcertant. Isabelle ne dirigeait pas d'en haut. Elle était une présence constante sur les parquets et dans les bureaux des analystes. Elle ne criait pas, elle questionnait. Elle n'exigeait pas, elle écoutait. Elle organisa des assemblées générales où, pour la première fois, le personnel subalterne était encouragé à exprimer ses opinions sans crainte de représailles. Elle remplaça la structure de bonus agressif de l'entreprise, basée sur les commissions, par une autre qui récompensait le succès à long terme des clients et la conduite éthique. Au début, il y avait un scepticisme profond. La vieille garde, fidèle à Damien, la voyait comme une marionnette idéaliste pour Robert Sterling, un poids-plume qui se ferait dévorer. Il chuchotait dans les coins, se moquait de son approche douce et attendait qu'elle échoue. Damien, relégué dans un petit bureau stérile à un étage inférieur, était le nexus de cette résistance.
Il accomplissait ses tâches avec un mépris maussade et à peine dissimulé. Son rapport sur les projets en cours fut livré exactement comme demandé, mais il était rédigé d'une manière délibérément obtuse et peu utile. Il traitait Isabelle avec un dédain glacial et formel en public, et en privé, il travaillait à la sapée. Il utilisait ses relations de longue date avec les clients pour semer le doute sur la nouvelle direction de l'entreprise. Il sabotait subtilement des projets, fournissant de mauvaises informations à des managers loyalistes et les encourageant à ralentir les initiatives d'Isabelle. Il cherchait un échec rapide et décisif qu'il pourrait lui imputer, un désastre qui prouverait à Sterling et au conseil d'administration qu'ils avaient commis une terrible erreur. Isabelle était pleinement consciente de ces machinations. Elle les avait anticipées. Elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner ses sycophantes, alors elle se concentra sur la base. Les analystes brillants mais négligés, les cadres intermédiaires fatigués de la culture toxique. L'une de ces personnes était Sarah Martin, une analyste pointue et axée sur les données dans le département des fusions et acquisitions. Sarah travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans et avait vu ses modèles d'investissement innovants et durables rejetés à plusieurs reprises par Damien au profit d'entreprises plus agressives et à haut risque. Elle était sur le point de démissionner lorsque la prise de contrôle a eu lieu. Isabelle est allée la chercher. Elle avait lu les anciennes propositions de Sarah, enfouies profondément dans les serveurs de l'entreprise. Votre travail sur les acquisitions axées sur les critères ESG est brillant, Sarah, dit Isabelle, assise non pas dans son propre grand bureau, mais dans la petite salle de conférence à l'étage de Sarah. C'est exactement la direction que nous devons prendre. Pourquoi cela n'a-t-il jamais été poursuivi? Surprise par l'attention directe de la nouvelle PDG, Sarah fut d'abord hésitante. Monsieur Dubois pensait que c'était de la poudre aux yeux. Il disait que la seule couleur qui comptait était celle des billets. Il avait tort, déclara simplement Isabelle. Je veux que vous dirigiez une nouvelle équipe, un groupe de projets stratégiques durables. Vous aurez mon plein soutien et un budget important. Je veux que vous me trouviez une entreprise cible qui soit à la fois rentable et un net positif pour la société. Montrez-leur ce qu'est le nouveau Dubois Capital. C'était la stratégie d'Isabelle, ne pas combattre Damien sur son propre terrain, mais construire une nouvelle et meilleure entreprise juste sous son nez. Pendant qu'il était occupé à essayer de préserver son héritage en ruine, elle construisait l'avenir. La première tentative majeure de sabotage de Damien est venue avec l'accord Acmetec, un vestige de son mandat. C'était une acquisition de style classique Dubois, une offre hostile pour une petite entreprise innovante dont il voulait absorber les brevets avant de démanteler le reste de l'entreprise. Damien, dans son rôle de conseiller, a poussé fort pour que l'accord se poursuive comme prévu, disant à l'équipe que toute hésitation montrerait de la faiblesse au marché. Il savait que les finances de l'entreprise étaient plus fragiles qu'elles ne le paraissaient et comptait sur l'accord pour exploser au visage d'Isabelle. Isabelle a convoqué l'équipe de l'accord, mais au lieu de simplement examiner les chiffres, elle a invité le PDG d'Acmetec à la rencontrer personnellement. C'était une démarche sans précédent. Les OPA hostiles étaient censés être des guerres, pas des conversations. L'homme, s'attendant à un raideur d'entreprise, fut stupéfait de se retrouver à parler avec une dirigeante raisonnable et intelligente qui avait fait ses devoirs. Isabelle a présenté une nouvelle proposition. Pas une OPA hostile, mais un partenariat stratégique. Dubois Capital investirait massivement dans la R&D d'Acmé, leur donnerait accès aux marchés mondiaux et leur fournirait les ressources pour croître, tout en leur permettant de maintenir leur identité d'entreprise et leur direction. Nous ne voulons pas vider votre entreprise, monsieur Evans, dit-elle. Nous voulons la construire. Votre innovation combinée à notre capital peut créer quelque chose de bien plus grand que la somme de ses parties. C'était une idée révolutionnaire pour l'entreprise. Les loyalistes de Damien dans l'équipe ont rechigné, qualifiant cela de gaspillage d'argent des actionnaires. Mais la nouvelle équipe de Sarah Martin a fourni une montagne de données montrant que la rentabilité à long terme d'un tel partenariat dépasserait de loin les gains à court terme d'un rachat hostile. Le conseil d'administration, sous l'œil vigilant de Robert Sterling, a approuvé le plan d'Isabelle. L'accord Acmetec a été restructuré, et l'annonce du partenariat a été accueillie par les applaudissements du marché, faisant grimper les cours des actions des deux entreprises. Ce fut un succès retentissant, une démonstration claire de sa nouvelle philosophie en action. Damien a regardé depuis son bureau aquarium, son visage un masque de fureur. Son piège avait non seulement échoué, mais il était aussi devenu le véhicule de son plus grand triomphe à ce jour. Il avait essayé de la faire jouer à son jeu. Mais elle avait simplement refusé et en avait créé un nouveau, avec de nouvelles règles qu'il ne comprenait pas. Les employés l'ont vu aussi. Ils ont vu que la manière d'Isabelle n'était pas seulement plus éthique, elle était plus intelligente, elle était plus rentable. Les chuchotements contre elle ont commencé à s'estomper, remplacés par un bourdonnement croissant de respect et d'excitation. Les meilleurs et les plus brillants, comme Sarah Martin, gravitaient autour d'elle, dynamisés par la nouvelle mission. Le vent tournait.
Damien Dubois n'était plus le roi fantôme de son ancien empire. Il devenait un spectre, une relique sans importance hantant les couloirs d'un endroit qui n'était plus le sien. Son isolement était presque complet. La période de transition de 6 mois sembla une éternité pour Damien Dubois. Chaque jour était un nouvel exercice d'humiliation. Il était un lion en cage, forcé de regarder le monde qu'il avait construit être méthodiquement et efficacement démantelé et reconstruit en quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Le nom de l'entreprise demeurait, mais son âme était différente. Le requin avait été remplacé par un dauphin, toujours puissant, mais plus un tueur sans cervelle. Il voyait Isabelle dans les couloirs. Elle lui faisait un signe de tête, un geste de courtoisie professionnelle froide qui était en quelque sorte plus insultant qu'un mépris ouvert. Elle n'a plus jamais mentionné le moineau doré. Elle n'en avait pas besoin. C'était le fondement silencieux et tacite de toute leur relation. Sa simple présence sur sa chaise, dirigeant son entreprise, était un rappel constant et hurlant de son erreur de jugement. Ses tentatives de sabotage devinrent plus désespérées et par conséquent, plus maladroites. Il fit fuiter une fausse rumeur sur une acquisition en cours à un blogueur financier, espérant perturber l'accord. La nouvelle équipe de communication d'Isabelle, cependant, remonta la fuite jusqu'à lui en quelques heures. Elle ne l'a pas renvoyé. Cela aurait été trop facile, une fin miséricordieuse à son tourment. Au lieu de cela, elle l'a convoqué dans son bureau, son ancien bureau. La pièce était plus lumineuse maintenant, les meubles sombres et imposants remplacés par une esthétique plus claire et moderne. Une petite orchidée était posée sur le coin de son bureau. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement fait glisser une copie imprimée de l'article de blog et des journaux du réseau interne sur le bureau. C'était stupide, Damien. Et indigne de vous. Ou peut-être, ajouta-t-elle, ses yeux le fixant, ça ne l'est pas. Peut-être que c'est exactement qui vous êtes. Il n'avait aucune défense. Il était pris, exposé et totalement impuissant. Votre contrat se termine dans 3 semaines, continua-t-elle, sa voix égale. Vous pouvez passer ce temps à vider votre bureau, ou vous pouvez essayer de contribuer à quelque chose de valeur réelle. Le choix vous appartient. Mais cette campagne contre moi se termine maintenant. Quelque chose en lui s'est finalement brisé. Ce n'était pas une rupture nette, mais l'érosion lente et broyante de toute son identité. Sa philosophie, celle sur laquelle il avait bâti sa vie, que le pouvoir était absolu, que la gentillesse était une faiblesse, que les gens étaient soit des prédateurs, soit des proies, s'était avérée catastrophiquement fausse. Lui, le prédateur ultime, avait été abattu non pas par un plus gros requin, mais par la dignité tranquille d'une femme qu'il avait considérée comme une proie. Elle l'avait vaincu non pas en adoptant ses tactiques impitoyables, mais en les rejetant entièrement. Son succès était une réfutation directe de toute son existence. Il se retira dans son petit bureau, le silence l'oppressant. Il regarda le mur de briques, la vue qu'Isabelle lui avait si ostensiblement assignée. Pour la première fois, il ne le vit pas comme une insulte. Il le vit comme un miroir, une impasse. Il avait heurté un mur de sa propre fabrication. Durant sa dernière semaine, une chose étrange se produisit. L'équipe de Sarah Martin essayait de conclure un accord complexe avec une entreprise manufacturière allemande, une société connue pour son ingénierie brillante mais dont le PDG, un homme d'un certain âge et de la vieille école, détestait les sociétés de capital investissement américaines. Les négociations étaient au point mort. Damien, surprenant la conversation des analystes frustrés, connaissait l'entreprise. Il avait essayé, et échoué, de les acquérir des années auparavant. Il connaissait les obsessions du PDG, sa fierté, ses points de blocage spécifiques. Pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait s'expliquer, il entra dans le bureau de Sarah. « Vous vous y prenez mal avec Klaus Richter », dit-il sèchement, sans préambule. Il se fiche des feuilles de calcul et des projections de bénéfices. Il se soucie de l'héritage. Son grand-père a fondé l'entreprise. Vous devez parler d'honorer cet héritage, d'un plan sur 100 ans, pas d'une stratégie de sortie sur 5 ans. Il passa 20 minutes à esquisser une nouvelle approche, une stratégie ancrée dans le respect de la tradition et de l'ingénierie, avant de se retourner et de s'éloigner sans un mot de plus. Sarah, bien que stupéfaite, reconnut la valeur de cette perspicacité. Elle rapporta le conseil à Isabelle qui, après un moment de surprise, acquiesça. Elles restructurèrent leur offre en se basant sur les informations de Damien. 2 jours plus tard, l'accord était signé. C'était une victoire massive pour le nouveau Dubois Capital. Isabelle trouva Damien en train de ranger ses dernières affaires personnelles dans une boîte en carton ce soir-là. Le bureau était sombre, à l'exception de la lueur des lumières de la ville à l'extérieur. « L'accord Richter est conclu », dit-elle depuis le seuil. « Merci. » Il ne la regarda pas. Il continua simplement à placer des objets dans la boîte.
C'était une décision commerciale saine. Laisser cet accord échouer aurait nui au cours de l'action. Mon cours d'action. C'était une faible tentative de s'accrocher à son ancienne personnalité égoïste. Peut-être, dit Isabelle, entrant lentement dans la pièce. Ou peut-être que c'était plus que ça. Elle s'arrêta devant son bureau. Vous savez, pendant des mois, j'ai été animé par ce que vous m'avez fait. La colère était utile, mais je ne peux pas construire une entreprise sur la colère. Je la construis sur les principes que mon père m'a enseignés. L'intégrité, le respect, voir la valeur des gens, pas seulement les chiffres sur une page. Elle le regarda, et pour la première fois, il vit autre chose que de l'acier dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié. C'était une sorte de compréhension lasse. Vous m'avez appris une leçon ce soir-là au restaurant, Damien, dit-elle doucement. Vous m'avez appris que le plus petit acte de cruauté peut avoir d'énormes conséquences. C'est une leçon qui vous a coûté un empire. J'espère pour votre bien que c'est une leçon que vous avez enfin apprise. Damien arrêta de faire ses cartons. Il se redressa et rencontra enfin son regard. L'arrogance avait disparu, remplacée par un épuisement profond et creux. Il la vit non pas comme la serveuse, non pas comme la PDG, mais comme la femme dont la vie avait croisé la sienne à sa propre perte. Le pourboire, commença-t-il, sa voix rauque. C'était déplacé. C'était une défaillance de ma part. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses, mais c'était sincère. Isabelle hocha lentement la tête. Oui, ça l'était. Elle se tourna pour partir. Au revoir, Damien. Leclerc, appelait-il. Elle s'arrêta, le dos tourné. Il sortit de son portefeuille un chèque qu'il avait rédigé cet après-midi-là. Il s'approcha et le posa sur le bureau. C'était un chèque personnel à l'ordre de l'EHPAD où séjournait son père. Le montant était d'250 000 €. Pour l'héritage de Richard Leclerc, dit-il doucement. Et comme à compte sur une leçon d'excellence. Isabelle regarda le chèque, puis de nouveau vers lui. Elle vit un homme brisé, un homme dépouillé de tout ce qu'il pensait le définir, faisant le premier pas hésitant sur une longue route vers quelque chose dont il n'avait même pas encore le nom. La rédemption, peut-être. Elle ne prit pas le chèque. L'entreprise fera un don officiel de plusieurs millions d'euros pour créer la fondation Richard Leclerc pour les pratiques commerciales éthiques, dit-elle. Votre contribution est appréciée, mais l'héritage de mon père n'est pas à vendre, et ce n'est pas à vous de l'acheter. Sur ce, elle sortit, le laissant seul dans le noir avec son chèque et le poids total de ses actions. Elle n'avait pas besoin de son argent. Elle lui avait déjà pris quelque chose de bien plus précieux, son pouvoir, son entreprise et toute sa vision du monde. La dette était payée. L'histoire d'Isabelle Leclerc et de Damien Dubois est un puissant rappel que nos plus petites actions peuvent avoir les plus grandes conséquences. Elle montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'arrogance ou la capacité de rabaisser les autres, mais dans la résilience, l'intégrité et la force de caractère de s'élever au-dessus de l'injustice. Isabelle n'a pas seulement obtenu sa vengeance. Elle a transformé un moteur de destruction en une force pour le bien, prouvant que la meilleure façon de vaincre un système toxique est de construire quelque chose de meilleur à sa place. Ce récit témoigne de l'idée que peu importe à quel point quelqu'un peut paraître insignifiant, il a le potentiel de changer le monde. La conclusion de cette saga ne s'est pas terminée dans le bureau sombre, mais des mois plus tard, lors du gala inaugural de la Fondation Richard Leclerc. L'événement se tenait non pas dans un restaurant chic, mais dans un espace communautaire rénové dans un quartier autrefois négligé, un projet financé par le premier investissement éthique de la Nouvelle Dubois Capital. La salle était remplie non seulement de financiers en costume, mais aussi de chefs de petites entreprises, de dirigeants d'organisations à but non lucratif et d'étudiants en commerce, tout cela pour célébrer une nouvelle vision du capitalisme. Isabelle, rayonnante dans une robe simple mais élégante, se tenait sur scène. Elle ne parlait pas de cours d'action ou de marge bénéficiaire. Elle parlait de son père, de sa croyance qu'une entreprise pouvait être à la fois rentable et une force positive dans la vie de ses employés et de sa communauté. Elle parlait de dignité, de respect et du pouvoir de la seconde chance. Dans le fond de la salle, à peine visible, se tenait Damien Dubois. Il n'avait pas été invité, mais il était venu quand même. Il n'était plus le titan de la finance. Il avait l'air plus âgé, plus mince. L'arrogance avait été remplacée par une sorte de quiétude sobre. Il écouta le discours d'Isabelle, et pour la première fois, il comprit vraiment. Il comprit que ce qu'elle avait construit était plus solide, plus réel que tout ce qu'il avait jamais créé. Son empire était bâti sur la peur, le sien était bâti sur l'espoir. Alors qu'elle concluait sous un tonnerre d'applaudissements, leurs regards se croisèrent à travers la salle. Il n'y avait ni colère ni triomphe dans ses yeux, seulement une reconnaissance silencieuse. Il lui fit un léger signe de tête, un geste de respect qu'il n'aurait jamais cru possible, puis se glissa dehors, disparaissant dans la nuit.
Il n'était plus un personnage de son histoire. Il n'était qu'une leçon apprise. Isabelle, elle, était restée, entourée non pas d'acolytes, mais d'alliés, regardant l'avenir radieux qu'elle avait construit à partir des cendres du passé. Son père aurait été fier. C'était tout ce qui comptait.